C'est bon, Marc, on est live. On est live, incroyable. Bienvenue à cette conférence où on va parler d'intelligence artificielle qui, comme vous le savez, commence à régner en maître. Et c'est vrai qu'il y a une question qui résonne à travers les âges. L'IA peut-elle vraiment nous débarrasser de nos traumatismes les plus profonds, voire nous remplacer? Rassurez-vous, ce n'est pas le teasing de cette conférence, mais le futur tel qu'il est dépeint dans le dernier film La Bête qui est en ce moment sur les écrans, que je vous conseille de voir, un superbe film de Bertrand Bonello, qui nous met en garde contre la menace imminente de la domination de l'intelligence artificielle sur l'humanité, ni plus ni moins. Alors c'est une vision dystopique, bien entendu. Nous, on va être beaucoup plus terre à terre vis-à-vis de notre présentation du jour, où nous allons un petit peu reprendre justement nos discussions autour de l'IA, comment l'IA va être en capacité de nous aider dans la gestion financière, notamment à travers les propos de Nicolas Floriou, que vous connaissez peut-être, qui est président de l'association Crédit et qui française des crédits managers et conseils, et donc qui propose une solution pragmatique. Il plaide pour l'amélioration des pratiques de gestion des flux financiers à travers une optimisation de ces flux financiers. Et c'est vrai que par rapport à ça, il existe un projet de l'Union européenne, on va y revenir. Donc, bienvenue à tous, bonjour à tous, je suis Marc Daman et aujourd'hui je suis extrêmement ravi d'être accompagné par Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour à tous, je suis responsable marketing chez Simtrax. Et plus particulièrement par Sébastien Garcia, le directeur informatique de la société Urbanis, qu'il va nous présenter tout à l'heure. Sébastien, bonjour. Bonjour à tous. Alors, pour préciser, nous avons Océane à la modération, donc vous êtes assez nombreux à vous être inscrits à cette conférence. Elle mettra en favori les questions que l'on traitera plus tôt en fin de présentation. Donc voilà, Sébastien répondra à vos questions vraiment autour du projet de dématérialisation des factures fournisseurs. Et nous, on va dérouler jusqu'à arriver à cette partie questions-réponses. Si vous avez des soucis techniques, on a l'assistant Webikeo qui est là pour vous aider. Sacha, il répondra également dans le chat. Alors au programme, on a décidé de diviser en 4 parties en fait cette conférence. La première partie, on reviendra sur quelques éléments de l'IA. Qu'est-ce qu'on entend par l'IA? En quoi effectivement elle est susceptible de nous aider au sein même de l'entreprise et quels sont les impacts de cette IA? Deuxièmement, on va plus se focaliser sur la partie finance. On a parlé tout à l'heure en introduction de l'IA au niveau de notre remplacement et je crois que même qu'il y en a qui ont fait des posts sur LinkedIn pour dire qu'est-ce que l'IA va remplacer les comptables. Alors vous allez le voir que non, mais elles vont être une aide à la décision. Et puis ensuite, c'est là où Sébastien Garcia va intervenir. On va parler du cas de l'entreprise Urbanis, des défis, des enjeux, des résultats. Et puis, on va expliquer, juste pour finir, le savoir-faire, effectivement, en quoi nous sommes en capacité de vous accompagner sur ce type de projet. Donc, le programme en 4 actes. On commence. IA, de quoi parle-t-on? Alors, déjà, quand on parle de l'IA, ce n'est pas seulement une technologie. Ça va être un domaine scientifique et qui va comprendre d'autres sous-domaines. L'intelligence artificielle, elle va représenter tous les outils qui sont utilisés par une machine afin d'effectuer des tâches qui, normalement, nécessitent l'intelligence humaine, donc réalisées par des humains. Ça peut être de la résolution de problèmes, de l'apprentissage, reconnaissance de motifs. On rentrera un petit peu plus dans le détail sur les prochaines slides. Et donc, les systèmes d'IA, ils vont utiliser des algorithmes et des modèles pour traiter des grandes quantités de données et apprendre à partir de ces dernières pour améliorer leur performance au fil du temps. Comme on le disait, l'IA, c'est un domaine, mais ça a de nombreux sous-domaines. Et parmi les plus connus, on va pouvoir citer le machine learning, qui sont des systèmes programmés pour apprendre à partir de données, programmés pour s'améliorer. Le deep learning, qui reprend le fonctionnement un petit peu du cerveau humain avec des réseaux de neurones artificiels et qui vont être utilisés pour des tâches plus complexes, comme la reconnaissance d'images ou la prise de décision, puisque Marc en a parlé, décision éclairée, on y arrive. Et il y a aussi ce que vous connaissez le plus probablement, ça va être le traitement du langage naturel, les traductions automatiques, les chatbots, les assistants virtuels, tout ça fait partie de ça. Donc, c'est comprendre l'humain et lui répondre. Voilà. Je ne sais pas si tu veux préciser d'autres choses, Marc. Non, simplement, effectivement, l'IA en fait englobe un certain nombre de choses et on va le voir un petit peu de quoi il est créé, quels sont les triptyques qui se cachent effectivement derrière l'IA
et ce qui va nous permettre de regarder un petit peu quelques cas d'usage. Et là, je reprendrai effectivement les propos de Mounir Majoubi, qui était l'ancien secrétaire d'État au numérique, qui dit la chose suivante: l'IA, c'est de quoi parle-t-on, pour quel usage, pour quelle pratique, pour quel impact, et quelles sont les conséquences effectivement de l'utilisation de l'IA. Et donc, par rapport à cette IA, pour être plus précis, comment cela fonctionne, on a un triptyque qui est assez simple. Au niveau, d'abord, c'est le traitement des données. L'IA est en capacité de traiter un gros volume de données. Donc, les données vont correspondre à la création de l'IA. Ces dernières doivent représenter, je dirais, des données réelles et des données de qualité, une précision de la donnée. C'est ce que peut apporter l'IA. Ensuite, Émilie, il faut entraîner pour créer un modèle. Donc, il faut préparer sa base de données. Il faut trouver l'algorithme adéquat. Donc, ça, c'est important de trouver l'algorithme. Et après, il faut l'entraîner. Donc, l'algorithme, ça peut être des algorithmes préconçus, on va dire, open source, ou bien conçus par l'entreprise, de toutes parts. Et il faut l'adapter au cas d'usage et au type de données qui vont être traitées par cet algorithme. Et voilà, donc c'est de l'entraînement. On prépare les données, on entraîne. Et donc, l'entraînement des itérations, donc c'est le troisième élément du triptyque, comme tu le disais, Marc. Suite à l'entraînement de l'algorithme, on va obtenir un modèle, c'est-à-dire une fonction mathématique qui va être capable d'appliquer ce traitement sur de nouveaux jeux de données, sur de nouvelles données, puisque vous allez commencer avec un premier jeu de données et après, vous allez essayer de l'appliquer à de nouveaux jeux de données et faire tourner votre algorithme pour avoir des résultats satisfaisants. Et en cas d'insatisfaction, il faudra à nouveau retravailler vos données, réentraîner vos modèles, peut-être repasser sur l'étape d'avant. Et normalement, après, vous avez des choses assez performantes en termes d'IA. Donc, ce que l'on voit bien, c'est que pour faire tourner en fait ce mécanisme, on le doit avoir des ressources informatiques et une architecture informatique extrêmement importante. Et c'est pour ça que l'IA aujourd'hui, on le retrouve plutôt dans des solutions qui sont en mode cloud, c'est-à-dire hébergées dans des infrastructures gigantesques. Mais il existe aussi, en particulier en France, avec des acteurs français, la possibilité d'utiliser l'IA pour qu'elle puisse s'entraîner sur des algorithmes, sur des sujets qui vous sont propres. Et ces sujets, justement, parlons des cas d'usage. Voilà, quelques cas d'usage en entreprise, Émilie. Oui, pardon. Donc, il y a une multitude de possibilités. Il y a autant d'algorithmes que de cas d'usage. Et notamment, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est les cas d'usage en entreprise. Donc, ça peut toucher différents services. On peut prendre l'exemple des RH qui va être analysé, trier rapidement une grande quantité de CV selon des critères prédéfinis par les recruteurs. Mais ça peut être aussi de l'optimisation, optimisation des plannings en fonction des besoins, des disponibilités, des nombres d'heures à respecter par salarié. Et on peut arriver à terme sur une prédiction en besoin de personnel, par exemple. Pour le marketing, sujet que je connais bien, l'important, ça va être, on a parlé de la donnée récoltée. L'IA, elle va pouvoir derrière, suite à ces données, personnaliser des messages, prédire le moment le plus opportun pour l'envoi d'une campagne. Et bien sûr, il y a l'aide à la rédaction de texte. ChatGPT, tout le monde le connaît. Moi, je dirais à manier avec précaution quand même. Ça ne remplacera jamais un humain qui écrit pour un humain, mais ça peut faciliter l'écriture et accélérer les processus de création. Et c'est vrai que dans la terminologie intelligence, en fait, ça vient de l'anglais, et cet anglais, en fait, c'était pour dire information à la base. Donc nous, dans la traduction, quand on le traduit par intelligence artificielle, on a forcément une mauvaise compréhension de la chose. Peut-être que le nom n'était pas le plus adéquat, mais là n'était pas la question. Et pour la partie finance, ce qui est important de voir, puisque je crois que c'est le dernier point qui était sur ta diapositive, en quoi, en fait, sur la partie finance, il va y avoir un impact. Qu'est-ce que ça va être, effectivement, l'impact sur cette partie finance? Et ben, pour parler de l'impact sur la partie finance, j'ai décidé d'aborder, effectivement, le sujet des retards des paiements. Et le retard des paiements, en fait, c'est quelque chose de très pragmatique pour un comptable. Et entre les entreprises, c'est un problème majeur, vous le savez, entre les prestataires et les fournisseurs. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. C'est pourquoi, en fait, il y a eu en ce moment, pas plus tard que peut-être que la fin d'année, je crois que c'était en septembre 2023, l'idée d'un nouveau règlement européen qui vise à soutenir les PME en réduisant strictement le délai de paiement à 30 jours, et ce, sans aucune possibilité de dérogation. Souvent, on a dérogation au niveau européen. Là, c'est absolument pas le cas. Et donc, ça a émergé, ça représente des fois, on va dire, une division par 2 des temps de traitement.
Alors, petit rappel, les retards moyens de paiement en France, et ça c'est d'après la COFAS, s'élèvent à environ 11,7 jours, avec un délai moyen de 48 jours en France. Ça, c'est la source de la COFAS. On fait quelques comparatifs. On est sur 32 jours en Allemagne, on est sur 46 jours en Pologne et on est sur 81 jours en Chine. Parce que vos fournisseurs peuvent venir, bien sûr, pas uniquement de France, mais de différents endroits à travers le monde. Et donc, par rapport à ces PME et TPE, 70% d'entre elles ont estimé, constaté un allongement de ces retards contre 53% pour les ETI, les grandes entreprises. On comprend bien que c'est un enjeu majeur. Alors, vous allez me dire quel est le lien entre les délais de paiement et l'intelligence artificielle et le sujet du jour. C'est assez simple. Le délai de paiement, je le rappelle, c'est le laps de temps qui va entre l'achat d'un produit par un client et le moment où le paiement est dû. Moi, je dirais que tout ça, on le savait. Donc, cependant, une fois que l'Union européenne a décidé effectivement à acter cette idée, on s'est retrouvé avec de nombreuses entreprises et des fédérations professionnelles qui redoutent ce projet. Et ils nous disent même que ce projet va finir par étouffer davantage les PME. C'est contre-productif. C'est pour les PME et les PME qui vont se plaindre parce qu'en fait, elles n'ont pas le temps de traiter. Et là, on commence à voir d'où vient le lien. C'est-à-dire le lien entre les données qui sont dans votre système d'information et ensuite comment on va être en capacité de les exploiter. Alors, leurs craintes sont-elles justifiées? Je dirais, premièrement, oui. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'en France, c'est la DGCCRF, j'ai toujours du mal à donner cet acronyme, qui s'occupe effectivement et qui mène les contrôles. Et en fait, ils sont souvent sporadiques, c'est-à-dire inopinés, de manière inopinée, après l'étude de quelques dossiers, et ils ne sont pas non plus nombreux, on l'a vu, dernièrement. On peut parler du cas Unilever qui a été relevé effectivement dans ce cas que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, une amende de 2 millions d'euros fin 2023. Alors, une loi, c'est une chose, mais son application en est une autre. Alors, si on passe de 45, 60 jours à 30 jours, comment la DGCCRF va être en capacité de traiter ces données? Première question. Deuxièmement, parce que les entreprises sont souvent pas prêtes à fournir les informations requises dans les délais impartis. J'aimerais justement, quand on fait cette étude sur les délais de paiement, comment vous êtes en capacité de définir vos délais de paiement chez vous? Est-ce que vous savez le faire? De quelle manière vous êtes en capacité? Combien de temps vous allez prendre pour pouvoir faire ces délais de participation? Dans les deux cas, effectivement, on s'aperçoit qu'on comprend pourquoi les organismes professionnels, les entreprises, sont pas favorables à cette démarche. Mais les réponses apportées dans ce cas sont selon une approche traditionnelle, d'où la diapositive que vous êtes en train de voir. C'est-à-dire une approche traditionnelle du problème, une approche matière papier, comme on est en train de le faire, ou alors fichier PDF. Essayons maintenant d'aborder la question d'un point de vue numérique. Et là, l'intelligence de données représente une révolution. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va introduire une nouvelle approche, puisqu'il y a la donnée structurée, l'exactitude de la donnée. Donc, on peut exploiter cette donnée. On va le voir d'ailleurs avec le cas Urbanis tout à l'heure, comment on va être en capacité d'exploiter ces données au niveau de l'ERP. Donc, on voit bien que dans la collecte, l'intégration, l'analyse, l'intelligence artificielle va nous donner. Et la fonction publique a déjà mis ça en place. Il existe effectivement, les services publics ont déjà constitué en fait un profond changement dans le travail du juridique, au niveau des APL aussi en fait. Il y a plein de choses qui ont été faites au niveau de l'intelligence artificielle pour venir aider. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un contrôle inopiné, on aura un contrôle continu des données. Ensuite, parlons des entreprises. Pour les entreprises, on va me dire, on n'était pas en capacité de fournir le délai imparti. On va revenir sur ce qui est la réforme effectivement de 2026 pour les entreprises françaises pour la facturation électronique. 4 millions d'entreprises, voire un petit peu plus, vont devoir s'échanger des factures au format structuré. Avec un nouveau système de plateforme, ce n'est pas le sujet du jour. Ce qui signifie qu'en plus de cela, on va être obligé de travailler sur le statut de la facture. Est-ce qu'elle a été payée, pas payée? Et toutes ces données vont être une source d'information essentielle. Vous allez avoir en temps réel les délais de paiement pour votre entreprise et l'administration sera en capacité de les analyser avec de l'intelligence artificielle. Et dans l'intelligence artificielle, on va s'en servir pour faire la mise en conformité de ces données. Autrement dit, il sera logiquement plus facile de contrôler le respect des délais de paiement chez vous, mais également pour les institutions publiques. On voit bien que le lien, les nouvelles technologies vont nous apporter une vraie révolution au niveau de votre métier et au niveau des conséquences, puisque vous allez devoir tout déclarer plus vite. Et seuls les outils modernes et des nouvelles technologies seront en capacité de vous aider.
Voilà ce que je voulais vous dire effectivement par rapport au lien entre l'intelligence artificielle. Et c'est justement l'objectif du jour, de vous expliquer par un cas, je dirais, concret, comment aujourd'hui on a utilisé juste l'intelligence artificielle pour la collecte des données. Et on va voir le cas d'Urbanis. Sébastien, rebonjour. Est-ce que tu peux nous présenter, te présenter d'abord, parce que tout le monde ne te connaît pas, et ensuite présenter Urbanis en tant que société de conseil pour les collectivités et autres? Bonjour à tous, donc je me présente, Sébastien Garcia, DSI d'Urbanis. Donc c'est un groupe qui comporte 3 sociétés aujourd'hui qui rayonnent sur tout l'ensemble du territoire métropolitain. On a une quinzaine d'agences et une centaine de bureaux au total, avec plus de 500 salariés à ce jour. Aujourd'hui, nous sommes un bureau d'études, on va dire, en gros, notre métier principal, c'est un bureau d'études, et nous accompagnons les propriétaires dans la rénovation essentiellement de leur logement, donc que ce soit des bâtiments collectifs, des copropriétés ou des maisons, des appartements de plus petite taille. Donc, nous travaillons essentiellement à 90% pour les collectivités, puisque nous sommes mandatés par ces collectivités pour accompagner les habitants de leur territoire. Et donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui a 45 ans d'existence. Donc on a eu un enjeu, c'est de recentraliser un peu la tâche qui était aujourd'hui de la collecte des factures fournisseurs, puisque comme on travaille sur plusieurs agences, on a un enjeu qui était de pouvoir traiter plus rapidement ce lot de factures fournisseurs. Et donc, ça fera partie des défis. Donc, je vais peut-être laisser la place à Marc de présenter sa diapositive. Sur quoi? Sur les défis? Sur les défis. Ah oui, oui. Non, effectivement, on avait identifié, tu nous avais remonté effectivement plusieurs défis. Le premier, c'est l'optimisation du coût qui en découlait. Le fait de centraliser, comme tu l'as indiqué, c'était d'optimiser un petit peu l'objectif, le pilotage des dépenses. Ça a été le premier point qui était un petit peu défini. Et il y avait une solution qui était décentralisée, puisque comme tu l'as dit, la mise en place de ce nouvel ERP, avait pour objectif de centraliser l'ensemble des informations au sein du siège, c'est ça? Tout à fait. Donc aujourd'hui, il y avait un système qui ne permettait pas de suivre l'engagement déjà des dépenses qui pouvaient être faites par les diverses agences et sociétés du groupe. Donc on a déjà travaillé à ce que tout ça soit réintégré au sein d'un même ERP centralisé. Et au-delà de ça, il fallait ensuite rattacher toutes les commandes qu'on allait pouvoir faire directement aux factures qui allaient être reçues de manière centralisée au niveau du siège. Donc, un gain énorme, puisque le fait de passer plus d'une vingtaine de personnes, voire même une quarantaine de personnes qui allaient traiter des factures entrantes de fournisseurs et qui allaient en devoir les collecter et ensuite les transmettre à la comptabilité, tout ça ont été des gains significatifs. Donc on avait plusieurs défis, donc optimiser le pilotage des dépenses, bien sûr en passant par cette ERP, en générant les achats. On avait l'enjeu de remplacer une solution vieillissante, du coup, et de se préparer également, par la même occasion, à la généralisation de la facture électronique. Donc, c'était aussi un de nos défis. Alors, maintenant, on est certainement prêt un petit peu avant, puisque la réforme a été décalée, comme vous le savez, mais c'était aussi un de nos enjeux. Et on va voir qu'il y a d'autres enjeux aussi parmi le pourquoi on a choisi un outil comme Compléo. C'était aussi de pouvoir sécuriser les flux de factures fournisseurs. Pourquoi? Parce que grâce à l'outil que va montrer un petit peu plus en détail Marc tout à l'heure, c'était aussi de s'assurer que nous communiquions avec les bons fournisseurs. On fait face à aujourd'hui, et ça Marc n'en a peut-être pas parlé, mais en termes de cybersécurité, on fait face à énormément d'usurpations d'identité, que ce soit autant des usurpations d'identité de
personnes, que ce soit des usurpations d'identité de société. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tentatives de personnes malveillantes qui se font passer pour des sociétés et qui essayent de faire passer des factures frauduleuses. Et donc, le système permet aussi de vérifier que le fournisseur qui est enregistré dans notre ERP, qui est maudit, qui est administrable que par les personnes habilitées dans notre société, donc c'est-à-dire les services financiers, va comparer les données qui sont dans la facture que l'on reçoit avec les données qui sont en comptabilité. Donc aussi une sécurité accrue de ce côté-là, et ça c'est quelque chose d'assez important pour nous. Oui, c'est vrai qu'au niveau des engagements de dépenses, comme tu le dis, c'est les factures qui doivent être traitées, mais peut-être il y a des factures frauduleuses, entre guillemets, qui doivent être traitées. On va revenir plus précisément en montrant un tout petit peu quelques diapositives, en fait, de la solution qui vont nous permettre de rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais juste avant, Sébastien, est-ce qu'on peut parler peut-être du projet? Alors là, il y a 4 grandes phases, en fait, au niveau du projet qui ont été pris. On s'aperçoit qu'on a commencé en novembre pour une phase en production au 19 janvier qui était une obligation parce que c'était la mise en œuvre d'une nouvelle ERP Acquiteo. Tout à fait. Donc on a eu une intégration très rapide, on va dire. On était en train de déployer ce nouvel ERP, donc on a mis en place un nouvel ERP en tout début d'année. Il a démarré au 10 janvier exactement. Donc on avait cet ERP qui arrivait pour répondre au nouvel exercice fiscal aussi. C'est pour ça qu'on avait démarré en début d'année. Et donc on n'avait pas forcément trop de temps en amont pour faire des tests avec Compléo. Donc on a eu une phase de préparation, une phase pilote, etc. qui est très resserrée et qu'on a pu tenir avec le calendrier que vous voyez ci-dessous et avoir une mise en production de tous les utilisateurs au 19. On aurait même pu l'avoir au 10. Le souci étant de le faire au 19, c'est qu'entre le 10 et le 19, on a formé les utilisateurs qui allaient utiliser la solution. Mais la solution a été très rapidement mise en œuvre. Et on vous expliquera un peu plus dans le détail techniquement en quoi ça consiste. Voilà, là je vais juste revenir sur l'acronyme UAT pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le test de validation utilisateur. Donc, c'est être en capacité de voir si, effectivement, à travers la prise en main d'utilisateurs clés, et en particulier le service informatique ici présenté par Sébastien, en fait, on était en phase avec les attentes et les capacités du produit. C'est cette phase qui a été faite. Alors, si on rentre, ce que tu en as parlé un tout petit peu, donc là, l'idée, c'est un petit peu d'expliquer par rapport à une fois que la facture, la partie réception, on peut en parler de suite. Donc aujourd'hui, vous receviez vos factures par email principalement. Et il fallait d'abord, c'est ça? On les recevait de toutes, on va dire, de tous les moyens possibles, email, courrier et courrier, on va dire, et email sur autant de boîtes mail qu'il existe de salariés peut-être et autant d'adresses courrier qu'il existe de sites. Donc divers moyens de faire rentrer nos factures. Donc ça c'est déjà une première difficulté. Et aujourd'hui donc l'outil permet simplement via plusieurs, voire une ou plusieurs adresses mail dédiées à ça, de pouvoir collecter directement ces factures. Alors, même si elles arrivent en papier, c'est pas forcément un problème. Les copieurs aujourd'hui scannent directement le document et vont envoyer ça directement à la boîte mail dédiée à Compléo, donc au service d'intégration des factures. Ça signifie que les fournisseurs n'ont rien changé à leur manière de travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas fait aucune demande de changement aux fournisseurs. On le fera certainement à l'avenir pour plus de simplification. Mais dans une phase où on avait beaucoup de charges, parce qu'on changeait de RP, parce qu'on changeait de système d'intégration des factures, on changeait aussi les process, on changeait beaucoup de choses en ce début d'année, on n'a pas voulu en plus contraindre tous nos fournisseurs à changer leur façon de travailler. Mais effectivement, il y aura une phase où on va certainement un peu refaire en sorte que les factures arrivent à un seul endroit, à une seule boîte mail, pour encore plus de simplicité, encore plus de rapidité, puisque le fait qu'ils jouent le jeu, les fournisseurs, ça leur permettra d'être payés plus vite. Donc normalement, tout le monde est gagnant. Ça devrait être gagnant-gagnant. Voilà, on a une phase d'optimisation. Alors là, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est tout simplement une interface effectivement de récupération.
À gauche, c'est une facture d'un de vos fournisseurs et dont l'ensemble des informations que l'on peut récupérer sur la droite ont été récupérées directement avec la facture et également en synchronisation du coup avec le ERP Acquiteo, mais je crois qu'on y reviendra un tout petit peu après. Donc là, l'idée, c'était de se dire que toutes ces informations-là, à travers un seul template et dans le temps imparti qu'on a vu au niveau du projet, ont été récupérées de manière automatique. Voilà. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'intelligence artificielle, c'est qu'il est capable de lire donc le document et de le lire d'une façon vraiment très poussée, parce que j'ai connu pas mal de logiciels de LAD qu'on appelait à l'époque. C'était déjà un peu de l'intelligence artificielle pour certains, c'était les prémices, mais celui-ci se repose vraiment sur les modèles dont on parlait en tout début, sur un modèle assez puissant qui va permettre vraiment une lecture très poussée. Moi, je l'ai constaté déjà dans les peut-être, je sais pas exactement à cet instant même combien de factures on a déjà traitées par le logiciel, parce que c'est tout récent, mais on est en février, on a démarré le 19 janvier, on a déjà peut-être 300-400 factures qui sont passées dedans. Aujourd'hui, il est capable de reconnaître même le nom d'une société qui est écrite dans un logo. Ici, par exemple, vous voyez Alec, il va être capable, dans certains cas, de lire le logo pour en déterminer que c'est le fournisseur Alec. Alors après, il va lire aussi les informations qui sont d'identification bancaire, des numéros de SIRET qui peuvent traîner sur le document, et avec ces données-là, il est capable de les rapprocher avec les données de notre ERP. Donc il fonctionne vraiment en bidirectionnel. Il va interroger le ERP, la base de données de l'ERP, et il va voir s'il y a des informations qui coïncident. Et si ces informations coïncident, bien sûr, il va nous afficher est-ce que c'est le bon fournisseur dans cette interface que vous voyez là. Voilà. Éventuellement, est-ce que c'est le bon IBAN qui est associé, qui a été lu effectivement par rapport à ce fournisseur, et savoir si cet IBAN était déjà référencé dans votre infrastructure. Et s'il ne l'est pas, il nous alerte. Hein. C'est ce qu'il faut préciser, c'est que s'il ne l'est pas, nous, c'est quelque chose de très important, puisqu'on tente souvent de nous tromper là-dessus, de nous envoyer des factures qui paraissent vraies de fournisseurs qui sont les nôtres, avec des IBAN modifiés pour voir si on tombe dans le panneau. Donc le logiciel, lui, ne tombe pas dans le panneau et vous le signale. Vous le signale et vous... En rouge un petit peu, là en haut à droite, flouter un petit peu, bien sûr, au niveau de l'IBAN pour pas que ça puisse être récupéré de manière frauduleuse pendant cette conférence, pour dire, et attention, toujours un outil d'aide à la décision, hein, c'est-à-dire que le comptable, c'est bien le comptable qui vient effectivement directement sur l'interface pour valider, on va dire, un petit peu manuellement cette partie-là et vérifier que tout se passe bien. Oui, parce que c'est pas forcément une fraude, ça peut être aussi une société qui change d'IBAN. Donc, c'est là l'importance de l'humain. Donc, pour répondre à ta question, Marc, non, on ne remplace pas les comptables. Par contre, on crée des comptables augmentés, quoi. Ils ont plus de capacité et plus de rapidité dans le traitement. Et ce qu'il faut savoir, là on n'en a pas parlé, mais là Marc vient de le montrer sur l'écran, donc c'est que là on affiche un détail de ligne. Pourquoi ? Parce que on a été capable directement dans la facture fournisseur, c'est facultatif, parce que c'est pas obligatoire que vos fournisseurs écrivent vos numéros de commande internes dans les factures, hein. Nous, on préfère qu'ils le fassent, et ça sera beaucoup mieux s'ils le font. Pareil, s'ils jouent le jeu, les factures seront certainement payées plus rapidement encore. Mais en tout cas, si le logiciel de lui-même arrive à détecter notre numéro de commande, hein, donc là, pareil, par son système sans aucune configuration, parce que là, on n'a vraiment fait aucune configuration, il est capable d'aller retrouver notre numéro de commande, peu importe l'endroit où il se situe dans la facture. Il pourrait être écrit dans un coin tout en bas à côté du montant. Il est capable de lire le numéro de commande que nous, on a émis, et grâce à ça, il va comparer aussi les montants qui sont dans le document, les montants, les totaux, donc le total de la facture, est-ce qu'il correspond à la commande initiale, ainsi de suite. Et c'est là où nous, on a un jeu de recentralisation, c'est-à-dire que ce sont les agences qui vont faire des commandes d'achat, parce que c'est elles qui ont besoin sur le terrain de faire appel à des sous-traitants, à acheter du matériel, des choses comme ça. Donc c'est elles qui ont la maîtrise de ce qu'elles achètent, avec des circuits de validation des dépenses. Mais ensuite, les comptables, eux, non. Et les personnes aux finances n'ont aucune visibilité, en fait, quand les factures arrivent, si la facture était bien légitime ou pas. Mais grâce à ce bon de commande, du coup, on sait immédiatement la rattacher
à quelque chose qui a déjà été validé en amont, et ce qui nous sécurise et qui nous laisse quand même le choix de dire c'est une facture légitime. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait un bon de commande, etc. Donc, il y a une maîtrise totale de la dépense dès le début. Et après, le logiciel, on le voit ici, il y a bon à payer. Il y a toujours la personne qui a émis l'achat qui, à la fin, va valider que la prestation a bien eu lieu. Donc, au-delà de recevoir la facture, même si un fournisseur envoie sa facture un peu trop tôt, hein, c'est possible, ça nous arrive, hein, nous, du moment où la prestation n'est pas encore réalisée, la personne qui a émis l'achat, c'est lui qui va le dernier go pour que la facture soit payée. Et ça, pareil, cette demande de validation de pièces, de bons à payer, hein, qu'on appelle plus couramment, ça va avoir lieu directement par l'outil qui va interroger la bonne personne. Alors justement, quand on parle d'intégration et de synchronisation avec l'ERP, donc là, exactement les mêmes lignes de commande que l'on peut voir effectivement dans l'application Compléo, on les retrouve bien entendu dans la chaîne d'achat au niveau de l'ERP Acquiteo, qui est un ERP en mode SaaS. Hein, c'est ça, Sébastien? Voilà, c'est un ERP en mode SaaS, il existe on-premise, historiquement il existe on-premise. Nous, l'outil, comme on voit là, on a toute la chaîne achat, donc on a de la cotation, commande, la livraison, etc. Et on va dire Compléo, c'est intégré directement avec l'ERP grâce aux communications via des API. Voilà, donc notre ERP est ouvert au niveau API pour qu'on puisse connecter des logiciels tiers sur celui-ci. Et c'est comme ça que les deux logiciels communiquent, c'est-à-dire que grâce à des interrogations par rapport à ce qu'il a lu dans la facture, il va interroger, il va dire j'ai cette facture, j'ai tel fournisseur, est-ce que tu l'as dans ta base? Il le fait un appel API, il demande, il compare les données, il regarde si c'est les bonnes, et il fera pareil pour la commande. Donc une fois qu'il va trouver sa commande, il va regarder les montants, il va comparer les choses comme ça. Et une fois que le circuit de validation est fait, c'est-à-dire que la commande, la personne a validé que le travail a bien été fait, il y a le processus d'intégration de la facture dans l'ERP, et ça, pareil, Compléo va intégrer la facture automatiquement, va créer la pièce de gestion dans l'ERP, va rattacher les documents, puisqu'ici, vous voyez que les documents, on le voit à l'écran, sont rattachés immédiatement dans l'ERP, sont rattachés dans l'ERP notre ERP, lui, est relié directement à un coffre-fort électronique Archineo. Donc, les pièces sont directement archivées avec une valeur probante. Et donc, à tout moment, le comptable ou n'importe quel salarié qui a accès à l'ERP pourra aller vérifier sur son fournisseur si ses factures sont régularisées, sont payées, voir quelle était la facture qui avait été demandée pour paiement, et ainsi de suite. Il a toute la preuve, il a une piste d'audit fiable, puisque tout le circuit de validation qui a pu être fait même dans Compléo va se retrouver ici dedans. Vous voyez qu'il y a deux pièces. Hein. Donc, il y a une deuxième pièce qui est le circuit de validation complet de par où est passée la facture. Par exemple, elle est arrivée dans telle boîte mail. La boîte mail, ensuite, a été traitée par tel comptable. Le comptable, ensuite, a fait un bon à payer à telle personne. Et tout ça, tout ce circuit qui a été fait peut-être à une petite période, en tout cas, a été fait hors ERP, va se retrouver à l'intérieur de l'ERP grâce à cette pièce qui vient s'intégrer automatiquement. Et donc là, on a fait la boucle de tout ce qui s'est passé. Donc là, c'est le côté technique de l'ERP, notre ERP. Oui, l'API, en fait, d'une documentation, comme le montre Marc à l'écran, d'API très, très développée, mais la plupart aujourd'hui des ERP le proposent. Hein. Donc, on a une grande facilité, et d'où le fait qu'on ait mis aussi peu de temps, au final, pour connecter les deux mondes aussi. Hein. C'est ça le monde du numérique. Quand je disais parler d'approche tout à l'heure numérique, on se rend compte que même en termes d'implémentation, de mise en œuvre de la solution, quand tout est numérisé, en fait, les gens vont travailler différemment, mais ils vont travailler de manière beaucoup plus productive, avec une productivité accrue forcément, puisque tout leur sera pré-mâché. Et le travail aujourd'hui de l'intelligence artificielle, il est utilisé dans la collecte, mais demain, il sera utilisé plus loin. On a parlé des différents cas d'usage. Dans le machine learning, ça veut dire qu'on pourrait être en capacité de poser une question effectivement à son applicatif pour dire est-ce que tu peux me dire en moyenne combien j'ai reçu de factures de ce fournisseur pour vérifier effectivement s'il n'y a pas une augmentation des tarifs, par exemple, qui ont été appliqués de manière à notre insu, comme diraient certains. Et donc, en fait, tous ces éléments-là, ce sont des éléments importants et seules les nouvelles technologies vont être en capacité de nous le faire.
Autre point qu'on peut retrouver, mais après on parlera peut-être juste pour finir, des éléments que tu as trouvés intéressants. Et je crois que tu me parlais d'une solution agnostique, c'est-à-dire pratiquement transparente pour le système d'information. Mais juste avant, voilà, c'est-à-dire que dans l'applicatif Compléo, on est en capacité de retrouver toutes les commandes éventuellement et toutes les factures une fois classées, ce qu'avait indiqué donc tout à l'heure Sébastien. Une fois que la facture classée, ça veut dire qu'elle a été traitée ou payée. Elle est traitée. Là, elle est traitée. Tout ce que vous voyez là, vous l'avez aussi dans l'ERP. Donc, on se retrouve avec la même chose. C'est-à-dire toutes les factures qui ont été classées elles se retrouvent aussi bien dans l'applicatif que dans l'ERP. Donc, c'est quand même très bidirectionnel. C'est-à-dire que nous, l'application, c'est pas tout le monde qui accède à l'application de traitement des factures. Mais par contre, l'ERP, c'est quand même plus de 200 personnes aujourd'hui qui sont sur le client lourd et qui accèdent à une grande majorité d'informations. Donc même quelqu'un qui est sur le terrain, qui est face au fournisseur, peut aujourd'hui, d'un simple coup d'œil, si le fournisseur lui demande il en est où le paiement de ma facture, depuis le RP, grâce à cet échange bidirectionnel, il va pouvoir lui dire voilà, la facture, ça y est, elle a été traitée, elle est dans tel état, elle est créée, elle est payée, elle n'est pas payée, elle va être mise au paiement, etc. Et là, ça facilite en fait votre transition. Après, tu parlais donc de se préparer à la facture électronique. Pour ceux qui ont regardé un petit peu la réforme, ce qui revient beaucoup, c'est le cycle de vie de la facture. Et donc là, ça prépare les utilisateurs à retrouver le cycle de vie tel qu'il existera dans le cadre de la réforme. Dans le cadre de la réforme. Absolument, Émilie. En fait, ça signifie qu'en gros, le travail qu'il va y avoir en fait on parlait de préparation tout à l'heure pour la réforme, il sera facilité puisque là aujourd'hui le gros du travail est en train d'être fait par les comptables et même les assistantes en fait au niveau des différentes sites. C'est-à-dire que ils vont changer leur manière de faire. Mais quand il y aura un canal supplémentaire de réception ou un canal de validation des statuts, ça ne changera absolument rien à leur travail puisque tout sera complètement automatisé, remonté automatiquement vers le portail public de facturation. Et en fait, tous les éléments pourront être à la fois déclarés dans le cadre de e-reporting ou tout simplement mis à disposition. Et là, on est plutôt sur la facture sortante ou en réception directement de ce fameux portail public. Mais on voit que tout le mécanisme de travail et la manière, et ça c'est peut-être le gros du travail aujourd'hui avec les personnes au sein d'Urbanis, de ce changement qui est en train d'être effectué. C'est un gain de temps et voilà, là on peut estimer déjà qu'on divise par 3. Une facture qui arrive en agence, qui doit être traitée en agence, qui doit être remontée, qui doit être envoyée par courrier au siège ou par diverses manières. Enfin, c'est du temps passé, ça passe par plusieurs mails. Donc, et l'objectif, c'est clairement encore là les outils s'améliorent. Hein, et puis nous, on est dans une phase encore où on est en train de le surveiller. Donc, on n'a pas mis encore. On peut encore aller plus loin dans l'automatisation, mais du moment où en fait on génère des commandes d'achat dans notre ERP, en fait la facture est automatiquement contrôlée par l'outil. L'outil est capable de contrôler l'intégralité de la facture pour vérifier et l'intégrer automatiquement pour paiement. C'est-à-dire que vous, du moment où vous avez demandé un achat, la seule et dernière barrière qui restera, et ça c'est normal, c'est de savoir si le travail a été fait. Et donc le travail a été fait, là c'est quelqu'un qui valide juste, ok c'est fait, et là c'est le paiement qui est généré. Mais sinon, l'intégration de la facture avec son montant, etc., que ce soit dans l'outil, l'ERP, qui va redescendre du coup en comptabilité, parce que tout est chaîné, c'est tout automatisé. Donc le temps est significatif, le gain de temps. Un des objectifs aussi, je crois que c'était de toucher le moins possible, vu tous les chantiers qui avaient été initiés en ce début d'année 2024, que l'outil soit le plus transparent possible, sans que ce soit péjoratif, agnostique, on va dire, vis-à-vis du système d'information. Oui. Ouais, c'était l'objectif principal, c'était que voilà que ce soit complètement intégré avec l'ERP et que ça bypasse pas l'ERP. Voilà, Compléo est capable de le faire, puisqu'il y a des ERP qui ne sont pas capables de gérer toutes les process et toutes les phases, etc. Mais il est capable aussi de totalement communiquer avec l'ERP pour lui indiquer à chaque phase, à chaque étape, qu'est-ce qui est fait et que ça enregistre, que tout soit enregistré au niveau de l'ERP. Nous, c'est ce qu'on souhaitait, c'est ce qui a été fait, et donc ça, c'est une grande satisfaction. Voilà, et même on peut le dire, si à la rigueur,
la plupart des utilisateurs n'étaient pas en capacité d'utiliser Compléo uniquement l'ERP, ça aurait été pas plus mal dans ton cas, je crois. Tout à fait. Moi, à la base, c'était ça. Ouais, tout à fait. Mais voilà. Mais le fait qu'est, c'est que l'outil peut être utilisé dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut véritablement le cacher, que ce soit véritablement l'ERP. C'est vraiment, nous, on a développé ce produit avec cette philosophie de mettre en avant l'ERP. Et en fait, vous avez suffisamment investi de temps, d'argent et de compréhension, parce qu'un ERP est associé, parce que vous, je crois que vous travaillez en mode projet, qui est quand même quelque chose de très spécifique. C'est pour ça que vous avez utilisé Acuiteo, il me semble. Oui. Et donc, à partir de là, l'ERP s'adapte à votre métier, ce qui n'est pas forcément le cas des solutions de facturation électronique. Et donc, c'est pour ça que l'idée, c'est simplement que ce soit le plus transparent possible, éventuellement d'avoir cette interface qui peut être visualisée par quelqu'un qui va centraliser les choses, mais sinon, on est dans quelque chose qui va apporter, faciliter le travail au niveau des ERP. Et là, je crois que c'était un petit peu là. Si vous avez quelques questions par rapport si vous avez quelques questions, justement, qu'on peut profiter de la présence de Sébastien éventuellement par rapport à la solution. Donc là, on a vu qu'il y avait deux questions principalement par rapport à la solution. Est-ce que la reconnaissance de caractère fonctionne bien? Est-ce qu'une donnée est facilement trouvée dans la facture, quel que soit son emplacement? Je crois que tu as un petit peu expliqué ça tout à l'heure, Sébastien. Oui, alors la donnée, alors il y a des petites erreurs hein, parfois, mais très souvent, les rares cas que j'ai eu, qui doit être, en tout cas c'est sûr, c'est moins de 10% aujourd'hui par rapport au volume qu'on a eu, c'est bien moins de 10%, on est l'ordre de 2 ou 3% d'erreurs. Les rares cas qu'il y a eu, c'est souvent des factures qui ont été mal formatées. Alors, nous, dans nos fournisseurs, on a des gros fournisseurs, on a des petits fournisseurs aussi, hein, on a des indépendants, des libéraux, des professions libérales et des choses comme ça. Donc, on a un peu des factures des fois qui sont un peu particulières et il y a eu des petits cas où vraiment, effectivement, il y a un montant qui a été pris à la place d'un autre. Ils sont très rares, mais du coup, ils sont détectés comme erreur. Comme il y a une comparaison avec la commande affiche une différence de montant et la facture est bloquée, en fait, et justement pour analyse et correction si la lecture a été mal faite. Mais sinon, nous, on scanne des documents. On peut les scanner de travers, on peut les scanner à l'envers. On les a scannés, enfin, les personnes qui scannent un peu dans tous les sens, ou même nous envoient les pièces dans tous les sens, et elles sont relativement bien lues. Effectivement. Deuxième question, est-ce que c'est une solution SaaS? Alors justement, vous avez, vous, un environnement complètement SaaS, 100% SaaS au niveau de vos postes, hein? Alors, nous, on est sur de la solution SaaS, que ce soit l'ERP et que ce soit Compléo. Donc, Compléo est en mode SaaS chez nous, l'ERP aussi. Donc, là, c'est deux solutions SaaS qui communiquent juste par des API, un système d'API, hein, API REST, donc totalement indépendant de notre réseau ou quoi que ce soit, ou de notre hébergement. Là, au niveau, effectivement, une autre question concernant le logiciel de finance dédié aux EPIC, donc les établissements publics à caractère industriel, vous me dites si c'est pas tout à fait ça. Il n'y a pas de souci en fonction effectivement de la possibilité de travailler avec. Alors, il n'y a pas uniquement la possibilité de travailler, effectivement, on peut aussi travailler à l'ancien mode avec des fichiers plats. Forcément, une intégration poussée au niveau des données par API va nous permettre d'aller beaucoup plus loin et de répondre à beaucoup plus de questions sans avoir de contraintes, je dirais, véritables. Mais sinon, on est tout à fait en capacité de pouvoir le faire et on sera ravis d'en discuter avec vous. Alors, le rapprochement de la facture avec la fiche fournisseur se fait sur le SIRET ou sur le SIREN? Alors ça, je sous-entends une question par rapport à la réforme, parce que c'est vrai que ce sera un des sujets très importants. Au niveau, vous, de votre ERP, est-ce que vous avez sirétisé, entre guillemets, votre ERP? Comment ça se passe un petit peu sur l'identification, ou c'est un code, ou c'est simplement le nom, en fait, qui sert de rapprochement? Alors, nous, il y a les deux, hein, parce qu'effectivement, on est en train de bien repréparer notre base pour être prêt justement pour la facturation électronique. Donc, le rapprochement, s'il y est dans le document, effectivement, il va essayer de le faire avec ça. Alors, en premier lieu, il va essayer de faire le rapprochement quand même avec la commande fournisseur, toujours. Ça, c'est le premier des critères, c'est s'il trouve une commande fournisseur, le rapprochement va être fait avec la commande fournisseur. Donc,
la première des choses qu'il va faire, c'est regarder la commande fournisseur. Et de la commande fournisseur, ben, vous pouvez en déduire le fournisseur, puisque la commande a déjà été passée en amont. Et donc, de ce fournisseur, effectivement, il peut y avoir un sirène, un sirette, et il peut être comparé. Le logiciel va le comparer, c'est-à-dire par rapport à la fiche fournisseur qui est sur ton ERP, il va comparer est-ce que ça correspond aux mentions qui sont affichées souvent en bas de facture ou des choses comme ça. Et si justement il y a une erreur ou une incohérence, pareil, ça va nous le signaler, ça va nous dire est-ce que vous aviez dans votre commande choisi le bon fournisseur, parce que peut-être que le sirène ou le sirette n'est pas le même, donc il y a peut-être une erreur. Mais il peut travailler sur les deux. Oui, c'est-à-dire qu'il vient d'abord se focaliser, synchroniser avec la commande, et ensuite, à partir de là, il en déduit un certain nombre d'informations. Où sont stockées les données, effectivement, qui transitent vers… Merci Sébastien pour cette réponse, via votre solution SaaS. Elles sont stockées en Europe, en France, il n'y a aucun souci de ce côté-là. On est en capacité de travailler effectivement avec des environnements. Alors, en l'occurrence, on se base en tant que partenaire Microsoft Gold sur la technologie de Microsoft qui nous ouvre une palette de services et une palette d'hébergement en France, en Europe, assez importante et qui nous permet de répondre à tous les cas de figure. Merci beaucoup Sébastien pour tout cet échange et ces différents points que tu as pu effectivement nous communiquer. On t'en remercie. Là, l'idée pour terminer cette conférence qui touche à sa fin, c'est justement effectivement de vous parler de cette interface. Donc, vous pouvez télécharger, n'oubliez pas le support de cette présentation. Donc, aujourd'hui, c'est effectivement la réception par email. Demain, la réception par portail. On l'a vu par rapport dans le cadre de la réforme. De la même manière que dans le cadre de la réforme, c'est toujours la commande qui servira en fait de rapprochement. Et ensuite, le SIRET. Donc, on voit que des fois, ces histoires de SIRET dans le cadre de la réforme n'ont pas forcément d'importance. PayPal est en plus pour l'interopérabilité au niveau de fournisseurs européens, mais aussi asiatiques, puisque beaucoup de pays asiatiques se mettent à transmettre via PayPal en fait ces différents flux. Donc c'est un canal de réception supplémentaire, mais derrière tout le mécanisme de vérification, d'intégration, de collaboration restera identique, ce qui signifie que c'est pour ça que l'on peut parler de préparation dans le cadre de la généralisation de la facture électronique, car cela ne touche pas uniquement la France, mais ça touche l'Europe, le monde entier, et on va être en capacité après, derrière, de pouvoir effectivement traiter tous ces éléments. Une automatisation, Émilie, je crois qu'on l'a un petit peu dit, on va répondre aux obligations réglementaires et prévenir la fraude. Donc là, on en parle à la fin de cette prévenir la fraude qu'a très très bien expliqué Sébastien par rapport à la cybersécurité et qui va favoriser effectivement une prise de décision rapide. Sébastien a parlé d'un ratio de 3, donc on voit que déjà en termes d'optimisation, et on n'en est qu'au début, il l'a dit, à peine 15 jours de mise en œuvre, donc c'est assez important. Et peut-être pour finir, juste redire un petit peu qui nous sommes et où est-ce que nous sommes basés, puisque nous vous parlons de Nîmes. Émilie, ouais. Oui, donc… Journée fut longue. La journée, elle n'est pas terminée. Donc, ouais. Donc nous, on est Steamtrax, on est basé à Nîmes. Mais on fait partie d'un groupe de sociétés. Donc, on a des bureaux aux États-Unis, à Londres, en Allemagne, en Inde et à Singapour. Ça nous permet de vous offrir pour nos clients qui ont des besoins, on va dire, de 24 heures sur 24. Cette répartition géographique nous permet de couvrir tous vos besoins n'importe quand, quasiment 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et du coup, on fournit aussi du support en plusieurs langues. Il y a de l'espagnol, de l'anglais. C'est important de le dire parce que Sébastien, il a plusieurs fournisseurs informatiques, mais peut-être qu'il va pouvoir en parler. Mais ce sont nos consultants qui font l'intégration de nos solutions. C'est important de le dire parce que des fois, en fait, c'est pas forcément l'éditeur. Et là, c'est nous, en tant qu'éditeur, où nous avons travaillé avec l'équipe de Sébastien et puis aussi avec Acquiteo pour la partie API. Tout à fait, on a travaillé. Alors, il y a une petite chose à savoir, c'est que donc le siège de Steamtrax se situe à Nîmes, mais le siège d'Urbanis aussi. Et même si nos deux sièges au final sont dans la même ville, on ne s'est même pas rencontrés physiquement pour faire l'installation. C'est directement les consultants qui sont à Nîmes, qui ont fait ça à distance, en lien directement avec le service informatique d'Urbanis. Et on n'a eu aucun besoin d'assistance au niveau de l'ERP. On n'a eu besoin d'aucun développement, il faut le savoir.
au niveau de l'ERP. Aucun changement, aucun paramétrage spécifique. On sait vraiment, c'est Simtrax, avec sa solution Compléo Invoice Platform, a su complètement s'adapter aux exigences des API de l'ERP. Donc, une intégration très rapide et qui se fait totalement à distance. Donc, nos outils sont totalement SaaS, donc il n'y avait aucun intérêt à ce que ça se fasse physiquement dans tous les cas. Absolument. Ça ne nous empêchera pas d'aller manger ensemble un de ces jours. Et puis, surtout, voilà, ce qui était important, voilà, on espère. Merci encore une fois, Sébastien. Merci beaucoup, Émilie. On espère effectivement que cette conférence vous a ouvert un tout petit peu et vous a apporté de l'information intéressante. On sera ravis d'en discuter avec vous plus en amont, de discuter de votre cas de figure. Donc, il y a notamment Ludovic qui nous pose la question par rapport au numéro de commande seul ou pas. Quelles sont les informations peut-être que vous attendez derrière. Donc, tout est paramétrable par rapport à ça. Il n'y a pas de limite, puisqu'une fois que la donnée est au centre et surtout que l'exactitude de la donnée a été confirmée, ça c'est très important. C'est ce que nous apporte l'intelligence artificielle par rapport à des sens. Nous, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est dans la dématérialisation. On parlait déjà de zéro papier il y a 30 ans. En fait, ça n'a jamais eu lieu. On est toujours resté sur une approche traditionnelle papier. Aujourd'hui, la donnée va devenir centrale dans les échanges. La généralisation et au niveau effectivement des administrations fiscales, il va accélérer ce phénomène parce qu'elles vont devoir exploiter plus rapidement ces informations de leur côté pour un point de vue fiscal, bien entendu. Et puis, nous, de notre côté, les entreprises, on se doit de bénéficier aussi et ne pas attendre simplement en fait que l'on reçoive de l'administration fiscale l'obligation de se connecter à un portail avec la mise à disposition des données. C'est très important que ce soit vous qui puissiez bénéficier de ces nouvelles technologies. Émilie, est-ce que tu veux, je te laisse le mot de la conclusion. Mais je pense que tu as raison, c'est important parce que tu as parlé du nombre d'entreprises qui passaient à la facture électronique. Si tout le monde attend 2026, il va y avoir un embouteillage assez sévère chez tous les éditeurs comme nous. Et surtout, Sébastien l'a soulevé lui-même. Il nous a dit un gain de temps divisé par 3. Donc, pourquoi s'en priver dès aujourd'hui alors que la solution existe ? N'hésitez pas d'ailleurs à nous recontacter. Vous étiez assez nombreux à vous être inscrits à participer tout au long de cette conférence. Recontactez-nous si vous voulez tester notre solution sur un jeu de vos factures fournisseurs, par exemple. C'est des choses qu'on fait. Comme ça, vous aurez une démonstration live. Là, on a montré uniquement des captures puisque on n'allait pas se connecter à l'environnement de production de Sébastien. Donc, on a juste fait des captures d'écran anonymisées. On peut le faire en live pour vos propres factures. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter et demander une démonstration. Ce sera Marc ou ce sera un autre consultant solution de notre équipe qui sera là pour faire ça. Et c'est vrai que nous, on amène aussi toute une expertise puisqu'on participe à l'ensemble des groupes de travail autour de la réforme. Donc, on sait très exactement là où on doit aller également demain. Donc, ça, pour vous accompagner, pas uniquement d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue opérationnel vis-à-vis de ces. Et on sera d'ailleurs à la journée de la facturation électronique le 6 mars. Exactement, sur Paris. Sur Paris. Si vous souhaitez une invitation, dites-le nous aussi. On sera ravis de vous rencontrer en physique sur cet événement. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup Sébastien d'avoir pris du temps et nous avoir partagé toutes ces informations. On vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine et au plaisir d'échanger avec vous très rapidement sur vos problématiques pour parler de vous tout simplement parce que là je crois que j'ai trop parlé. Donc au revoir. On a dépassé. Et à très bientôt. Bonnes vacances à tous. Merci, au revoir. Ceux qui en prennent. Merci.